La fosse axillaire est une région topographique appartenant à la racine du membre supérieur. C'est une zone d'intérêt qui concerne le passage des éléments de la région cervicale latérale supraclaviculaire à destination du membre supérieur. On peut représenter la fosse axillaire sur deux coupes, une parasagittale orientée telle que la supériorité est en haut et l'antériorité à droite, et une coupe oblique passant par la troisième côte orientée telle que la postériorité est en haut du tableau et l'axe médian du corps à droite. Cette fosse, cette cavité, constituant le creux de l'aisselle, présente donc un ensemble de parois qui délimitent un espace contenant des vaisseaux et des nerfs. La paroi postérieure est représentée ici par la scapula, dont on reconnaît la fosse subscapulaire, le contour de la fosse sus-épineuse, l'épine de la scapula et la fosse infra-épineuse. Plus en haut et en avant vient se placer ici la section de la clavicule avec sa face inférieure déprimée en gouttière dans laquelle s'insère le muscle subclavier. Sur la coupe, on reconnaît l'axe médian du corps, en avant la section du corps du sternum, le cartilage de la troisième côte et en arrière la section du corps vertébral de la troisième côte, la section du canal vertébral et alors plus en arrière ici le processus transverse de T3 et le processus épineux, tous ces éléments étant représentés en coupe. Et on voit également apparaître la section de la troisième côte avec la tête costale, le col de la côte, puis le corps, et en arrière se dessine la tubérosité costale articulée avec la transverse correspondante et la face convexe du corps de la côte. Ces éléments appartiennent à la paroi médiale. Et on peut également représenter la scapula qui forme un plan oblique vers l'avant et vers le dehors et qui, à sa partie la plus latérale, porte la glène humérale articulée avec la tête humérale qui remplit un tiers de sphère pleine. L'ensemble de ces deux éléments contribuant à former l'articulation scapulo-humérale appartenant à la ceinture scapulaire. La paroi postérieure de la fosse axillaire est représentée par le muscle subscapulaire qui prend son insertion dans la fosse subscapulaire à la face antérieure de la scapula, qui matelasse entièrement cette face osseuse antérieure et qui se porte obliquement vers le dehors et vers l'avant et qui rejoint le tubercule mineur de l'humérus. Ici, je place le muscle subscapulaire appartenant à la coiffe des rotateurs, innervé par le plexus brachial, les racines C5 et C6, et qui forme la paroi postérieure de cette fosse axillaire. La paroi médiale, qui se projette sur la coupe dans le plan, en arrière du plan du tableau, est représentée par le muscle dentelé antérieur, qui s'insère sur la partie la plus médiale de la face antérieure de la scapula et qui s'enroule autour du grille costal et se fixe sur les 10 premières côtes par un ensemble de 10 digitations, muscles dentelés antérieurs qui forment la paroi médiale de la fosse axillaire, innervée par le nerf thoracique long C5 à C7 issu du plexus brachial, muscle cooptateur de la scapula contre le grille costal et inspirateur accessoire. La paroi antérieure est représentée par les muscles antérieurs de l'épaule, à savoir le muscle subclavier en haut et en avant, le muscle petit pectoral en avant, muscle inséré tendu entre le processus coracoïde de la scapula et les 3 premières côtes que je place ici, muscle petit pectoral, inspirateur accessoire et effectuant une bascule antérieure de la scapula lorsqu'il prend son appui fixe sur le grille costal, muscle recouvert par le grand pectoral, inséré sur le sternum, les 6 premières côtes et la clavicule, grand pectoral, qui forme le couvercle antérieur de la fosse axillaire et qui, depuis ses insertions costales, rayonne jusqu'à la lèvre latérale de la coulisse bicipitale de l'humérus et qui forme le plan antérieur de la fosse
axillaire. On peut également représenter en bas le muscle grand dorsal qui contribue à former le plancher de cette fosse. Tous ces éléments sont d'abord engainés par des fascias propres, qui contribuent à former le périmysium de ces muscles, et qui sont unis également par des cloisons fibreuses qui contribuent à former les parois de la fosse axillaire, tendues entre le bord axillaire de l'omoplate, le petit pectoral et le bord inférieur de la clavicule, se présente le fascia clavipectoro-axillaire qui engaine ces éléments et qui, plus en bas, se prolonge par le ligament suspenseur de l'aisselle qui se perd dans le fascia axillaire profond et dans la peau de l'aisselle, fascia axillaire profond, tendu entre le muscle grand dorsal en arrière et le bord inférieur du grand pectoral en avant, formant la paroi inférieure de cette fosse axillaire. La paroi supérieure, le sommet, est représenté par un espace triangulaire, limité en avant par la clavicule, en arrière par le bord supérieur de la scapula et en dedans par la première côte. On peut également représenter la paroi latérale de cette fosse avec le coracobiceps, tendon commun d'origine de la courte portion du muscle biceps brachial et du coracobrachial en dedans, et plus en dehors, ici le tendon du chef-long du biceps, recouvert par le ligament huméral transverse et circonscrit dans une gaine synoviale propre. On peut également représenter ici, tendu entre petit pectoral et coracobiceps, le segment du fascia clavipectoro-axillaire correspondant. Tous ces éléments pariétaux circonscrivent une cavité dans laquelle circulent des éléments vasculaires et nerveux à destination du membre supérieur. C'est l'artère axillaire qui fait suite à l'artère subclavière en passant sous la clavicule et qui se prolonge par l'artère brachiale dans le canal brachial, artère axillaire qui donne l'intégralité de ces 6 branches collatérales dans la fosse axillaire, branches collatérales qui se destinent à la perfusion de la ceinture scapulaire, de la racine du membre supérieur et de la paroi antérolatérale du thorax. Satellite de l'artère axillaire vient se placer la veine axillaire, issue de la réunion des 2 veines brachiales, veine axillaire qui se poursuit par la veine subclavière en passant sous la première côte et qui draine les éléments de la paroi antérolatérale du thorax et de la racine du membre supérieur. Les éléments nerveux sont représentés par les branches terminales du plexus brachial, c'est le nerf médian en avant de l'artère axillaire qui, sur la coupe parasagittale, ici, est représenté par ces 2 racines issues du faisceau latéral et du faisceau médial, et qui, sur la coupe oblique, est à présent constitué, nerf médian, nerf responsable de la flexion des doigts et de la main, et de la pronation. Entre l'artère et la veine se place le nerf ulnaire qui prolonge le faisceau médial du plexus brachial, nerf ulnaire, nerf qui est responsable de l'innervation de la majorité des muscles intrinsèques de la main, ainsi que du fléchisseur ulnaire du carpe, et qui correspond au nerf permettant d'écarter et de rapprocher les doigts entre eux. En arrière vient se placer les nerfs radial et nerfs axillaire. Nerf axillaire annexé à l'innervation motrice et sensitive du moyen de l'épaule, moteur pour le deltoïde et le petit rond. Nerf radial prolongeant le faisceau postérieur du plexus brachial. Nerf de l'extension du membre supérieur, bras sous épaule, avant-bras sous bras, main sous avant-bras et doigt sous la main. Et sensitif pour la majeure partie de la face postérieure du membre supérieur. Vient se placer également le nerf musculo-cutané qui est responsable de la flexion de l'avant-bras sous le bras et de la supination, sensitif pour la partie antérolatérale de l'avant-bras, nerf musculo-cutané qui prolonge le faisceau latéral du plexus brachial et qui se place sur la coupe ici légèrement en haut et en arrière de l'artère et sur la coupe oblique en avant de l'artère lorsqu'il s'apprête à traverser le muscle coracobrachial. On peut également placer 2 terminales sensitives du plexus brachial, ce sont les nerfs cutanés médial
du bras et de l'avant-bras, cutanée médiale de l'avant-bras qui se place en avant de la veine axillaire et qui se destine à l'innervation de la partie de la peau antéromédiale de l'avant-bras et du bras, et nerf cutané médial du bras, rejoint par une anastomose venue du deuxième nerf spinal thoracique, enfin le nerf intercostobrachial, et contribuant à l'innervation de la peau médiale du bras. Tous ces éléments baignent dans du tissu cellulo-adipeux et sont également rejoints par un ensemble de ganglions lymphatiques particulièrement importants dans la fosse axillaire, regroupés en 5 groupes autour des gros vaisseaux, ganglions lymphatiques axillaires qui drainent l'intégralité de la lymphe du membre supérieur, de la paroi antérolatérale du thorax et notamment de la glande mammaire chez la femme. Enfin, on pourrait représenter toutes les branches nerveuses collatérales du plexus brachial se destinant à l'innervation des muscles de la ceinture scapulaire. Cela n'est pas d'intérêt pour ce sujet. Voilà ce que j'ai à vous dire concernant la fosse axillaire, ses limites ostéomusculaires et son contenu vasculo-nerveux et lymphatique.